Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 23 novembre 2024, épisode 102. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, TAC 110 et leurs outils AdVibe et CheriSpy. Des hackers russes exploitent des vulnérabilités pour déployer des malwares sophistiqués ciblant des organisations en Asie et en Europe. Encore des Russes, APT 28 ou 29, on verra. Ce sont des attaques Wi-Fi airborne par FancyBar en particulier. Des espions russes utilisent des réseaux Wi-Fi adjacents pour pénétrer les infrastructures des cibles. C'est pas mal comme article. Microsoft appelle des actions fermes contre les cyberattaques russes. Brad Smith, président de Microsoft, exhorte à une coopération internationale pour lutter contre les cybermenaces étatiques. Les gestionnaires de mots de passe intégrés dans les navigateurs pratiques, mais est-ce réellement risqué ? Les navigateurs comme Chrome ou Edge, qui sont du Chromium, la base Chrome, présentent des vulnérabilités dans leur stockage de mots de passe. Clairement. Top 25 des vulnérabilités logicielles les plus critiques pour 2024 publiées par la CISA. Intéressant pour vos équipes de développement et métiers. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Une campagne de cyberespionnage liée à TAC 110. Donc TAC 110, c'est un groupe de cyberespions affiliés à la Russie, mène des campagnes sophistiquées ciblant des institutions gouvernementales, des ONG et des établissements éducatifs en Asie centrale, en Asie de l'Est et en Europe. Les recherches menées par l'Inside Group de Recorded Future indiquent que TAC 110, équivalent lié à APT 28, alias FancyBar, utilise des outils malveillants sur mesure tels que AdVibe, CheriSpy, pour exfiltrer des données sensibles et surveiller des activités. Alors, les outils qu'ils utilisent, quand on parle de AdVibe et CheriSpy, AdVibe, c'est un loader qui sert principalement à introduire d'autres malwares dans des systèmes compromis. Il utilise des mécanismes d'obscurcissement pour contourner les solutions de détection classiques comme les antivirus. Alors que CheriSpy, lui, c'est un cheval de Troie, c'est écrit en Python, il est conçu pour exfiltrer des fichiers enregistrés, les frappes clavier et surveiller les réseaux locaux. Il communique avec des serveurs de command and control, les fameux C2, via des protocoles chiffrés, souvent en HTTPS, pour masquer les activités malveillantes dans un trafic légitime. Ces deux outils sont fréquemment déployés après une compromission initiale via des vulnérabilités non corrigées dans des applications web exposées, telles que Regetto HTTP File Server, il y a une RCE qui existe, et des campagnes de phishing comptant des pièces jointes malveillantes mais très ciblées. Alors, la méthode d'attaque, elle est toujours aussi basique. C'est un mail de phishing et une exploitation de vulnérabilité. Il faut bien voir, ça marche tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'informatique quantique ou d'avoir quoi que ce soit. Faut oublier tout ça. Et TAC 110 a vraiment privilégié cette double approche. On va exploiter une vulnérabilité connue. Donc, on va cibler des applications web non mises à jour. C'est pour ça que j'insiste à chaque épisode. Il faut patcher, quoi. Tant pis, ça prend du temps, c'est dur, mais l'exemple notable, c'est vraiment l'exploitation de la vulnérabilité RC de Regetto, quoi. C'est une application web très populaire, mais souvent mal configurée parce qu'on l'a fait par défaut. Le phishing ciblé, des courriers qui contiennent des documents Office avec des macros malveillantes. Ça marche très très bien, quoi. Donc l'impact, quand même, il a été mesuré par Insight. Depuis mai 2023, il y a plus de 62 victimes uniques qui ont été identifiées dans 11 pays. Bon, alors il y a des pays que je dirais que c'est très très loin, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Arménie. Mais les cibles comprennent des institutions sensibles, notamment des ministères, des organisations internationales et des établissements de recherche. Une attention particulière est portée aux pays d'Asie centrale, considérés comme stratégiquement importants pour des raisons géopolitiques, toujours d'après Recorded Future. Eh bien, suite à cette premier article concernant nos amis russophones, nous avons eu des nouvelles attaques par FancyBar, donc c'est bien APT 28 et pas APT 29. Je le couperai pas au montage pour vous montrer à quel point c'est naturel la façon dont on fait une revue de presse. Donc FancyBar en APT 28, ça introduit une méthode qui est innovante, qui est appelée ce qu'on appelle le Nearest Neighbor Attacks. Ça permet de compromettre des réseaux Wi-Fi proches pour infiltrer des cibles adjacentes. En un mot, vous allez espionner le voisin pour essayer d'arriver sur la cible que vous souhaitez. Donc on va identifier des dispositifs vulnérables, des routeurs et points d'accès mal configurés dans des bâtiments proches de la cible qui a été identifiée. L'exploitation des réseaux voisins permet aux attaquants, grâce à des outils comme AircraftNG ou Keepsmet, pour casser les clés Wi-Fi WPA2. Et après, vous allez faire ce qu'on appelle des établissements de passerelles malveillantes. Une fois connectés, vous allez utiliser des techniques comme l'empoisonnement ARP pour intercepter et rediriger le trafic. C'est vraiment une spécialité d'APT28. C'est un article qui est à lire chez ARS Technica. C'est simple, c'est efficace, et il n'y a pas mieux pour espionner, quoi.
Microsoft remonte des préoccupations sur les cyberattaques étatiques. Brad Smith, président de Microsoft, a mis en lumière, c'est un vice-président exactement, c'est pas lui le président, a mis en lumière une recrudescence de cyberattaques menées par des États comme la Russie, la Chine et l'Iran. Ces attaques incluent de l'espionnage industriel, sur tout le secteur technologique et de la défense, des attaques de ransomware, grâce à des groupes affiliés tels que Conti et Rival qui sont soupçonnés d'opérer avec le soutien tacite d'États pour collecter des fonds et perturber les infrastructures. Les infrastructures cloud comme Microsoft Azure ont été des cibles répétées, nécessitant des ajustements de sécurité tels que des outils de renforcer de la mise en œuvre d'alertes automatisées. Alors pourquoi j'ai retenu cet article ? C'est une approche qui montre vraiment un niveau de maturité qu'on voit pas en France. Et c'est surtout même en Europe, à côté, on est vraiment des aquaponais, quoi. En France, si un chef d'entreprise va voir l'État pour lui dire, voilà, il y a des attaques à faire, il faut qu'on travaille ensemble, etc., il y aura conflit d'intérêts, on dira, le gars, il essaie de faire une entourloupe. Alors qu'aux États-Unis, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils vont écouter et il y a des intérêts communs. C'est-à-dire que parce que le message a été envoyé directement au nouveau président des États-Unis, donc Donald Trump, mais il met un conflit d'intérêts. Il n'y a pas de conflit d'intérêts à leur niveau, ils ont le même ennemi. Avec des intérêts différents. Pour Microsoft, c'est continuer à vendre son business, à faire de l'Azure, etc., mais les États-Unis voient que ça pose des problèmes au niveau du quotidien des Américains et des entreprises. Et là, ils vont se dire, on a un résultat commun, stoppons la menace ensemble, mettons des moyens et surtout, travaillons ensemble. C'est encore quelque chose qu'on commence un peu à le voir, mais il y a il y a un long chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un chef d'entreprise envoyer un mail au président de la République et de lui dire ça serait bien qu'on travaille avec l'ANSSI, la DGSI, la DGSE et qu'on aille mettre une rouste à des groupes russophones, par exemple. Comme quoi, les Américains, ils ont vraiment inventé la cybersécurité. Alors cet article que j'ai retenu à la demande d'un auditeur qui m'a posé des questions pourquoi j'avais des réserves sur les mots de passe stockés dans les navigateurs. Alors j'ai pris une source d'information clubique, c'est pas ce que j'appelle la plus technique, mais qui a un avantage, elle explique très bien pourquoi il faut pas stocker ces mots de passe dans les navigateurs. Premièrement, stockage en clair. Les mots de passe enregistrés sont accessibles via des outils comme Nearsoft ou le web browser PassView sur un terminal qui a été compris. C'est-à-dire que vous récupérez un PC, vous l'avez acheté par exemple sur une foire au troc, un truc d'occasion. La personne l'a pas formaté, vous allez regarder dedans, vous voyez tout en clair. Vous avez accès à un PC sur une personne qui a des moyens de paiement, c'est pareil. Il y a une absence de chiffrement renforcé. Alors il y a des solutions commerciales, vous pouvez voir du LastPass, du Bitwarden et autres. Je les mets pas en avant, mais c'est des solutions qui vont amener un peu plus de robustesse. Il faut bien savoir que les navigateurs n'intègrent pas des méthodes de protection avancées. C'est comme une voiture, c'est-à-dire que vous avez la voiture d'entrée de gamme. Effectivement, vous pouvez avoir une bagnole avec 4 roues, de l'ABS, de l'ESP, etc. Mais c'est pas ça qui va vous protéger réellement, quoi. Et puis toutes les attaques locales, l'accès physique à une machine permet de contourner les protections, d'extraire toutes les informations sensibles. Moi, en forensique, c'est ce que j'ai appris dans mon cours avec le sens. Au début, c'était pour moi le côté mystérieux. Bon, c'est une ligne de commande, vous exfiltrez tous les mots de passe, quoi. C'est terrible, parce que quand vous faites la démo après, même à titre personnel, vous allez voir votre famille, vous dites, bon, t'as protégé ton PC, j'ai suivi toutes les règles, papa, ça craint rien. Ok. 5 secondes plus tard, vous sortez tous les mots de passe, et c'est pire sur les historiques de navigation, mais ça sera un autre épisode. Je signe et je maintiens, enregistrer ces mots de passe sur son navigateur n'est pas une bonne pratique de cybersécurité. Cela s'appelle être un informaticien de base. Voir une Madame Michu, c'est une rêve spécialement pour Stéphane Bortsmeyer. Et encore, Madame Michu, je la trouve plutôt sympa. L'agence américaine, la CISA, vient de sortir le top 25 des failles logicielles. Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est les 25 failles les plus exploitées. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste des vulnérabilités. On n'est pas sur les 30 000 vulnérabilités habituelles. On est sur ces 25 failles que tous les attaquants se font plaisir. Et je vous recommande, plus que de lire l'article, c'est de le partager avec vos équipes métiers de développement. C'est là qu'on se rend compte que partager avec les développeurs et le code cette menace, c'est leur mettre un peu la pression pour faire du code de qualité. C'est pas parce qu'on va faire un formulaire sur une page web qui fonctionne que le truc est sécure. Et les 3 premières menaces, c'est vraiment du bateau, quoi. C'est le cross-site scripting. On exécute des scripts malveillants sur les navigateurs des utilisateurs, du SQL injection exploité pour accéder à des bases de données sensibles, ou de l'authentification bypass pour favoriser les contournements des mécanismes d'authentification, aussi bien MFA, etc. C'est passionnant, c'est documenté, c'est gratuit. On lit, on partage, on n'hésite pas à revenir avec les développeurs. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du samedi 23 novembre, épisode 102, touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je repars en réunion.
Ouais, je sais, un samedi, on est des furieux chez nous. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.